Donc, compte tenu des circonstances et de l'horaire, je serai beaucoup plus bref que je n'aurais dû l'être, mais ça n'est pas un problème puisque je parle sur des visuels. Et je vais sacrifier un certain nombre d'entre eux qui étaient un peu trop, comment dirais-je, universitaires, entre guillemets, ou scientifiques, sur les compositions des nouveaux pouvoirs, et on va aller beaucoup plus facilement sur des choses évidentes et plus compréhensibles. Par la suite, lorsque Rémi Chrysanas, il y a 18 mois, m'a sollicité pour ce colloque, il pensait que j'aurais sans doute présenté quelque chose de plus politico-militaire, hein, puisque c'est ma grande spécialité, mais moi j'ai préféré faire du sociopolitique, d'autant plus que j'ai travaillé depuis une trentaine d'années, notamment à l'Institut d'histoire du temps présent du CNRS, sur les nouveaux pouvoirs et ce que nous appelons en termes un peu scientifiques la prosopographie, c'est-à-dire l'origine et la composition des nouveaux pouvoirs. Donc la ville de Nice s'est libérée par une insurrection le 28 août et le 29 août, le préfet nommé par le Conseil national de la résistance, qui s'appelait Maurice Moyon, s'est installé à la préfecture où il a refusé de collaborer avec un comité départemental de libération dont il ignorait les membres puisqu'il avait rencontré depuis une quinzaine de jours les membres du premier CDL qui, après le débarquement de Provence, avait été remplacé par un second. Pour simplifier, une majorité gaulliste avait laissé place à une majorité communiste, ou en tout cas de la mouvance communiste. Et étant donné que le préfet Moyon refusait de collaborer avec le CDL, le commissaire régional à la République, qui a été aussi l'un des parrains de notre musée de la résistance azuréenne il y a une trentaine d'années, hein, c'est-à-dire Raymond Aubrac, s'est déplacé à Nice dans la journée du 2 septembre et il a obtenu une espèce de pacification des esprits, fut-elle brève, en relevant de ses fonctions quelqu'un qui avait pourtant été validé par le GPRF et par le CNR, par son propre bras droit à Marseille, le sous-préfet, non pas Joseph, mais Paul Escande, qui avait été en fonction à Alger, en Algérie, et plus particulièrement à Oran, où il avait accueilli les Américains, et qui était membre des mouvements unis de résistance, donc pour simplifier, de la mouvance gaulliste. Et il annonce donc que M. Moyon étant obligé de quitter Nice pour quelque temps, ce qui était une forme pudique, ça ne correspondait pas du tout à la réalité, et il est retourné avec Raymond Aubrac à Marseille pour devenir le préfet chargé des questions administratives de la ville de Marseille. Et ça jusqu'à la fin 1945. Et Paul Escande, qui était nommé pour quelques jours ou pour quelques semaines pour faire donc une transition démocratique, est resté finalement jusqu'en avril 1946, où il a été nommé préfet de la Loire-Atlantique à Nantes. Bon. Et ce qui est intéressant dans ce document imprimé à la préfecture des Alpes-Maritimes le dimanche 3 septembre, c'est vers le
voilà, c'est par là, on lit le CDL qui rassemble les représentants des organisations qui ont mené la lutte contre les occupants italiens et allemands et les valets de Vichy, devient auprès du préfet le comité consultatif conformément aux lois de la République française. Son avis est obligatoirement demandé sur les plus importantes questions touchant les municipalités et le département. Donc, c'est une victoire de ce second CDL, effectivement, et nous allons découvrir les représentants de ces nouveaux pouvoirs sur une photo qui est prise le 1er novembre devant le monument aux morts, et où on reconnaît donc aux côtés du général américain Frédéric qui commande la première Airborne Task Force, donc le préfet Paul Escande, qui a été aussi secrétaire général de la Corse après la libération de septembre-octobre 1943, le secrétaire général à l'administration, donc avec rang de sous-préfet, Jean-Louis Dalby, qui venait de la préfecture du Var, et où il était membre de ce qu'on appelait le NAP, le noyautage des administrations publiques. Le sous-préfet de Grasse, Francis de la Porte, qui a été un des rares préfets ou sous-préfets ayant passé un certain nombre de mois au maquis. Il a été brièvement sous-préfet de Castellane. Ici, c'est Bernard Valentin, qui est le secrétaire général, donc avec rang de sous-préfet, à la police. Puis nous avons ici, on le voit avec une casquette différente et une capote bleu marine, c'est le commissaire Maurice Bastide qui commande, qui est le chef départemental de toutes les polices, et puis deux des nouveaux pouvoirs politiques, donc Sénèque Brunet, qui est depuis le 16 août le président du comité départemental de libération, et puis quelqu'un que Robert Charvin a bien connu, Virgile Barrel, qui est rentré d'Algérie vers le 11 ou le 12 septembre, et qui a été investi par le préfet Escande le 16 septembre du poste de président de la délégation spéciale de Nice. Et je vous signale que d'ici quelques jours, la revue des archives départementales, qui s'appelle Recherche régionale, publiera un article que j'ai signé et qui évoque justement cette assemblée dite délégation spéciale, puisque la municipalité niçoise ayant été refondue en juin 1941 par le gouvernement de Vichy, n'avait plus de légitimité aux yeux des nouveaux pouvoirs. Alors là, on a un problème apparemment. Bon, c'est-à-dire qu'il y a un tableau qui n'a pas été retenu, c'est pas grave. Alors, dans les pouvoirs, il y a également, quelquefois on parle de 4e pouvoir pour la presse, mais il est évident que depuis une trentaine d'années, les médias locaux étaient dominés par deux quotidiens, un qui était ultra-conservateur, l'éclaireur de Nice et du Sud-Est, et l'autre qui était plutôt radical-socialiste, mais qui s'était compromis sous Vichy, et qui était le Petit Niçois. Et ils vont être remplacés dès le 31 août par deux quotidiens. Le premier, le Patriote niçois, que nous voyons ici, qui est l'organe du Front national de lutte pour l'indépendance de la France. En fait, il y a un mot qui manque, il y avait aussi « et la libération ». Bon. Et vous remarquez qu'il y a marqué numéro 10. Or, le fondateur de ce journal, l'avocat communiste parisien Pierre Brandon, est arrivé à Nice vers le 6 ou le 7 juin 1944. Donc, ces numéros sont fictifs.
car il fallait justifier d'au moins 10 parutions pour avoir le label d'authentification pour un quotidien. Donc, il y a, je crois, presque 30 ans, c'est un de nos étudiants avec Ralph Shore qui malheureusement est décédé il y a quelques mois, qui était devenu prof d'histoire au lycée du Parc Impérial et que Robert Charvin a dû connaître, hein, c'est-à-dire Christophe Ricerchi, qui avait fait son mémoire de maîtrise sur le patriote niçois et qui avait pu interviewer Pierre Brandon et qui lui avait expliqué que on avait dû commettre des faux pour pouvoir paraître, effectivement, mais c'est le cas des autres quotidiens. Chacun a dû bluffer pour pouvoir bénéficier de l'autorisation de paraître par le ministère de l'Information. Bon. Le même jour, mais même si ici c'est celui du 3 septembre, paraît pour la mouvance gaulliste, stricto sensu, combat, le combat qui va s'appeler de Nice par la suite, et qui, pendant les premiers numéros, porte sur la manchette également mouvement de résistance des prisonniers de guerre et déportés. Hein. C'était l'organisation de mon père, et aussi c'était celle qui était dirigée au niveau national par François Mitterrand. Et nous voyons ici, dans un encadré, que Monsieur Escande, préfet des Alpes-Maritimes, hein, puisque c'est le journal du 3, et qu'il a été investi le 2. Hein, et on nous dit, Monsieur Moyon ayant été appelé à d'autres fonctions, Monsieur Escande a été nommé préfet des Alpes-Maritimes, effectivement. Bon, mais le 6 septembre, c'est l'organe du Parti communiste qui, dans les premiers jours, s'appelait le CRI et qui, à partir du 16 septembre, va s'appeler l'Aurore de Nice et dont le directeur politique était Virgile Barrel, hein, à partir du moment où il est rentré d'Algérie. Et puis le 11 septembre, le quotidien du soir, parce que les 3 autres se sont arrangés pour qu'ils ne puissent pas sortir le matin, pour des raisons de concurrence, évidemment. Donc, l'Espoir a été condamné à ne paraître qu'à partir de 16h30. Et lui, et comme on le voit sur la manchette, hein, c'est un journal socialiste et républicain, et qui est dirigé à la fois et animé par des membres à la fois de la SFIO, on en verra un tout à l'heure, au sein de la délégation spéciale de Nice, mais aussi par des membres de ce qu'on appelle le mouvement de libération nationale, qui désormais, depuis janvier 1944, est le successeur des mouvements unis de résistance, c'est-à-dire de ce conglomérat gaulliste que Jean Moulin avait mis en chantier en janvier 1943, effectivement. Et puis, plus tard, en avril 1945, il va paraître un 5e quotidien, La Liberté de Nice, hein, qui est l'organe de ce qu'on pourrait appeler la mouvance démocrate chrétienne. En fait, ce sont des militants du MRP qui viennent de prendre naissance quelques mois avant. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le ministre de l'Information n'était autre que l'un des grands pontifes du MRP, hein, et on a, les autres journaux l'ont accusé d'avoir favorisé la naissance de ce journal. Vous vous rendez compte, dans une ville qui n'avait plus que 250 000 habitants, il y avait 5 journaux quotidiens. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un, pour une ville de 350 000 habitants. Hein. Bon, donc, ça montre bien la volonté de donner un moyen d'expression, un média, comme on dirait aujourd'hui, à chaque tendance importante de la résistance. Hein. C'est-à-dire progressiste avec le Front National, puisque le patriote niçois ne deviendra communiste qu'un an et demi après, au moment de la disparition de l'Aurore. Et c'est d'ailleurs le directeur et rédacteur en chef en même temps de l'Aurore,
Georges Delcer dit Tabarot, qui deviendra ensuite le numéro 1 du patriote niçois, qui deviendra ensuite le patriote tout court, jusqu'en 1965, bien entendu. Bon. Alors, à partir du moment où le comité départemental de libération est en place, c'est un organisme qui compte environ 18 personnes et dans un premier temps, c'est un organisme qui est dominé par la mouvance communiste puisqu'il y a 10 membres sur 18 qui appartiennent à cette tendance. Et il va progressivement s'élargir à partir du mois de janvier 1945 où il y aura 32 membres qui verront une légère majorité gaulliste désormais qui se renforcera avec les élections municipales de avril-mai 1945. Et l'un des rôles du CDL, c'est de nommer au niveau municipal des comités locaux de libération, afin d'impulser la ligne, entre guillemets, révolutionnaire du CNR. Et je vais vous montrer la composition de 4 d'entre eux pour montrer leurs originalités. Alors ici, normalement, ça devait être le dernier, mais je le vois apparaître en premier, c'est celui de Lantosque, qui est intéressant parce qu'il y a aussi la représentation des hameaux. Et à Lantosque, le président est un communiste, comme c'est le cas dans 12% à peu près des comités locaux. Et vous voyez que son vice-président appartient à la mouvance gaulliste, mais qu'il y a, comme toujours, c'est la règle, une femme et un jeune qui doivent apparaître. Et la femme, mademoiselle Gisèle Danton, ne représente pas l'organisation de masse du Front National qui s'appelle les Femmes de France et qui s'appellera plus tard l'Union des Femmes Françaises, mais le Front National proprement dit. Et le représentant des jeunes, Forces Unies de la Jeunesse Patriotique, n'est autre que Francis Bourguignon, qui appartenait au maquis Fouata-Morgan, c'est-à-dire dépendant de la mouvance gaulliste ou aura. Alors, donc, ici, il y a eu un problème, puisqu'il y en a 3 qui ont disparu, notamment celui qui était dirigé par un ecclésiastique, c'est-à-dire Touët-sur-Var, avec l'abbé Galliot. Donc, le 26 novembre 1944, une assemblée départementale des comités locaux de libération se tient au casino municipal à Nice, avec environ les représentants d'une centaine de comités. Et il y aura 121 comités locaux de libération sur 161 communes. Ça fait à peu près 80%. Donc ça veut dire qu'il y en a 20% qui n'ont pas eu de comité. Il faut dire qu'il y avait quelquefois aussi des tout petits villages de montagne et où on pensait que soit le conseil municipal maintenu et amendé, soit une délégation municipale ou spéciale suffisait largement. Et au cours de cette journée, diverses résolutions ont été prises et d'abord, vous voyez qu'il y a une affirmation initiale en disant que les comités locaux sont un élément de la légalité républicaine, au même titre que les CDL et que le CNR. Et puis, surtout, en bas, on dit que les CLL ne sauraient se substituer au pouvoir exécutif, mais qu'ils insistent sur le fait qu'ils représentent seuls, en attendant les futures consultations électorales, parce que le gouvernement avait promis de donner la parole au peuple français dans les mois suivants, mais compte tenu de la carte de guerre, ça n'interviendra qu'après pratiquement la capitulation allemande, puisque le deuxième tour des municipales aura lieu le 13 mai, 5 jours après la capitulation de Berlin, effectivement. Et on
insiste aussi sur le fait que le gouvernement provisoire, ce qu'on appelle le GPRF, qui est dirigé par le général de Gaulle depuis le 3 juin 1944 à Alger, est assuré de leur confiance. Alors ici, on a une résolution de ces États généraux qui indique qu'à côté des comités de libération doivent fonctionner le plus tôt possible des délégations spéciales. En fait, ça peut être aussi des délégations municipales. Parce que pour qu'il y ait délégation spéciale, il faut qu'il y ait eu dissolution du conseil municipal par le préfet. Bon. Ce qui a été le cas à Nice le 2 septembre 1944. Bon. Et on indique aussi que c'est au comité de libération de proposer au préfet les membres de la délégation au sein de laquelle, et j'avais justement choisi 2 ou 3 comités qui correspondaient à ce cas de figure, où figuraient des anciens conseillers municipaux, voire d'anciens maires, ce qui était le cas à Gourbiot et également à Touët-sur-Var. Bon. Et qu'il n'y a pas de confusion possible entre les CLL qui ont une mission d'impulsion politique et les délégations qui ont un rôle purement administratif. Alors vous avez ici une de nos publications qui a déjà quelques années, mais qui est très originale et qui est relative à ce qu'on a appelé les cahiers de doléances des comités de libération. Car au niveau national, il y avait ce qu'on appelait les États généraux de la Renaissance française, donc États généraux, cahiers de doléances, ça vous rappelle 1789, effectivement, et cette immense consultation d'une vingtaine de millions de Français de l'époque, et qui allait déboucher sur la chute de la monarchie, ou en tout cas du pouvoir absolu de la monarchie. Alors ici, nous sommes en présence de la dernière page des doléances du bourg et chef-lieu de canton à l'époque de Saint-Martin-Vésubie. Et vous voyez qu'on a séparé les doléances dites départementales, ou qu'on peut appeler éventuellement locales, et puis les doléances nationales. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les délégués ont signé en bas, après la signature de François Ferrier, qui était pour le Front National le président du comité local. Alors, parmi les doléances locales, on remarque en haut la rectification des frontières avec l'Italie, puisque ce qu'on appelle aujourd'hui les vallons du Boréon et de la Madone de Fenestre étaient encore italiens, jusqu'au traité de paix du 10 février 1947. Et puis on évoque effectivement un déminage, puisque les Allemands avaient placé quand même plusieurs milliers de mines dans ces vallons frontaliers au moment de leur retrait. Et parmi les doléances nationales, il y a des choses intéressantes. En particulier, donc, le programme du CNR doit être appliqué intégralement. Les élections générales, c'est-à-dire des élections législatives, doivent avoir lieu le plus tôt possible pour former ce qu'on appelle une constituante, et à savoir, si on convoque une constituante, vraisemblablement, c'est pour changer de numéro de République et avec des modifications plus conformes à ce qui s'est passé depuis 1939. Et puis on évoque aussi la nécessité d'épurer, d'éliminer complètement les traîtres et les collaborateurs, etc. Et moi, ce qui me fait un petit peu, qui ai beaucoup travaillé sur l'épuration, ce qui me fait sourire, c'est dans le 6e, demande l'exécution des grands responsables et criminels de guerre comme Pétain et Laval. Responsable de beaucoup de choses, et qu'on leur ait fait des procès où tous les deux se sont terminés par une condamnation à mort, symbolique pour le premier et effective pour le second, il n'y a aucune confusion. Mais de les traiter de criminels de guerre, je parle devant un juriste, c'est une autre paire de manches.
hein. On peut les accuser d'être des collaborationnistes, d'être des antisémites, d'avoir étouffé les libertés, hein, dès juillet-août 40, d'avoir supprimé les droits de l'homme, etc., mais pas d'avoir commis des crimes de guerre. Hein. Bon, ça c'est juste un aparté personnel, effectivement. Alors, là, on saute. En même temps, ça vous rend service parce que ça raccourcit beaucoup mon intervention. Donc, apparemment, il n'y a pas les élections municipales là, mais il y a les élections cantonales, celles qui interviennent en septembre 1945. Donc, à droite, vous avez les sortants qui ont souvent été sortis, comme on dit familièrement aujourd'hui, et à gauche, les nouveaux venus. Et vous constatez qu'il y a une radicalisation conséquente. On vous le dit en bas. Ont été élus 9 communistes, 5 socialistes, 4 radicaux socialistes, 3 républicains indépendants, alors qu'auparavant, il y avait 11 républicains indépendants, 4 conservateurs, 3 radicaux, 1 socialiste, et même quelqu'un qui s'affirmait d'extrême droite. Hein? Et à l'époque, je ne veux pas faire de polémique et de rapprochement avec la situation actuelle dans notre département, mais ça s'appelait l'URD. L'URD, c'était l'Union républicaine démocratique sur le papier, mais c'était vraiment un mouvement d'extrême droite. Et parmi les nouveaux venus, nous voyons apparaître à Beau-Soleil un musicien de l'opéra de Monte-Carlo, Auguste Dubar, qui ne fera qu'un mandat, puisque au moment des élections cantonales de 1947, la plupart des conseillers généraux communistes ne seront pas réélus, à part Virgile Barel. Bon, à Breil, le socialiste et maire André Botton, qui deviendra en 1947 le président du Conseil général. Vous voyez, à Comte, un communiste, Louis Anfosso, qui ne sera pas réélu, à Guillaume, un autre communiste, Jules Ravel, qui ne sera pas réélu, à l'Escarène, encore un autre communiste, avec Antoine Risso, qui ne sera pas réélu. Et puis, il y a 2 retours, même 3, mais enfin, il y a 2 retours d'indépendants qui avaient été plus ou moins mis sur la touche par le CDL. Il s'agit à Levins de Joseph Rébaud, qui avait pourtant été révoqué par Vichy, mais pas pour des raisons politiques, pour des raisons de gestion, comme je l'ai rappelé à Levins il y a une quinzaine de jours, à sa belle-fille qui était étudiante d'histoire avec moi. Bon. Et puis, à Saint-Étienne-de-Tinée, Maurice Roveri, qui lui aussi avait été diabolisé à la Libération, écarté, etc., qui avait fait partie du conseil départemental de Vichy. Mais ici, on voit bien que dans des villages, certains villages de l'arrière-pays, et surtout du haut-pays, notamment dans la Tinée, ce qui compte le plus, c'est la personne du candidat, plus que ses idées, son programme, etc. Et quand il a rendu des services à des familles pendant 10 ou 15 ans, même s'il est mis sur la touche pour des raisons un peu politiques et symboliques, on continue à voter pour lui une fois qu'on rend la parole au peuple. Bon. Et moi qui ai feuilleté et dépouillé toutes les délibérations du Conseil général de l'après-guerre, je dois dire que Virgile Barel, qui va être donc le président de l'Assemblée départementale de septembre 45 à octobre 47, dans les réunions plénières, le traite de façon très cordiale, malgré éventuellement les différents politiques, etc. Moi, ça m'a toujours un peu surpris parce que je pensais qu'on aurait pu éventuellement essayer de marginaliser tel ou tel. Hein. Rébaud, c'était différent parce que c'était un républicain indépendant, mais au sens noble du terme. Hein. Tandis que l'autre, c'était quand même quelqu'un de très conservateur qui avait donné des gages à Vichy et dont l'abbé Daumas, lorsqu'il est monté dans une réunion à la fois d'information et de sondage à Saint-Étienne
en septembre ou octobre 44, lui promettait même de le pendre à une corde. Alors, de la part d'un ecclésiastique, ça peut paraître surprenant. Hein. Bon, ben, c'est comme ça. Bon. Et puis, il y a quelque chose d'intéressant, c'est de voir Nice 4, où l'ancien maire de Nice, Jean Médecin, est élu. En fait, il était déjà conseiller général, mais pas à Nice. Il était le conseiller général de Sospel, pour des raisons familiales, etc., et conjoncturelles. Et le nouveau maire de Nice, Jacques Cotta, pour le MLN et la SFIO, a commis une grossière erreur. Il a voulu, alors qu'il devait être élu à la place de Paul Augier à Nice 3, il a voulu aller affronter Jean Médecin dans une circonscription plus bourgeoise et modérée pour l'éliminer définitivement, comme il disait dans ses meetings, de la vie politique locale. Et il s'est lourdement trompé. Les électeurs ont donné plus du double des voix à l'ancien maire qu'au nouveau maire. Et effectivement, 2 ans après, au moment des municipales de 47, c'est lui qui passera la trappe aussi, et Médecin qui reviendra au pouvoir avec l'aide des RPF, il faut bien le dire. Il n'y avait pas la majorité absolue, bien entendu. Bon. Et puis, il y a quelqu'un qui est réélu, c'est le radical socialiste Louis Fulconis à Saint-Martin-Vésubie. Mais là, c'est quelqu'un qui avait été révoqué par Vichy, à la fois pour des raisons, contrairement à Reybaud, non pas pour des raisons de gestion, mais pour des raisons d'appartenance philosophique. C'est-à-dire, c'était un franc-maçon, effectivement. Et lui, il va continuer à être élu pendant quelques années, comme à Saint-Sauveur, le docteur Morin, qui va être maire et conseiller général pendant une 20aine d'années, et en bas, pour le canton de Villefranche, puisqu'on a quelqu'un dans la salle qui réside dans cette commune, le socialiste Jean Favre, qui a été élu maire de la Turbie, et qui, en 47, va tourner Kazakh, puisqu'il va adhérer au RPF, et plus tard, il sera élu UNR en 58, et qui restera une 30aine d'années également au pouvoir. Et à Roquebillière, c'est le communiste Jean Laurenti, l'un des patrons de ce qu'on appelait la CGPT, Confédération Générale des Paysans Travailleurs, qu'on appelait plus familièrement l'Union Paysanne, qui a été élu, et il fera un second mandat, effectivement. Et à Nice 3, Paul Augier, donc, compte tenu du choix mal inspiré du maire de Nice, Jacques Cotta, est élu à sa place à Nice 3 et sera ensuite aussi réélu. Quant à Virgile Barrel, il est élu facilement à Nice 2 et il deviendra donc le président de l'Assemblée départementale, puisque sur 30 élus, il y en a 9 qui sont communistes et 1 qui appartient au Front National, qui n'est pas indiqué sur ce tableau, je m'en excuse, puisque c'est à Cannes. Le docteur Picot va renforcer cette tendance. Il n'appartenait pas au PC, mais il était un compagnon de route, comme on dirait aujourd'hui. Bon. Eh ben c'est tout. Et normalement, il devait y avoir les... Donc, oui, les Crisanas, bon, il est parti. Bon, donc sur 30 visuels, on n'en a vu que 5 ou 6, c'est pas grave. Bon, puisque ça correspond à la volonté d'écourter un peu la réunion, mais je puis vous dire que il y a au niveau des comités locaux de libération 62 comités qui sont présidés par le Front National. Il y en a 15 qui sont à la fois présidés par des personnalités comme par exemple le docteur Picot à Cannes ou par le mouvement de libération nationale
comme à Grasse avec le docteur Colomban. Il y en a 12 qui sont dirigés par la SFIO, qui était le Parti socialiste de l'époque, et 11 qui sont dirigés par le Parti communiste, par exemple. Et ces comités sont intéressants puisque leur président va, dans 65% des cas, être nommé en même temps le maire provisoire, c'est-à-dire président de délégation spéciale ou président de délégation municipale. Et que certains d'entre eux, et j'avais un tableau qui le prouvait, vont faire une carrière municipale assez longue par la suite. C'est le cas, par exemple, du cultivateur. On ne sait plus si c'est Cauvin. À Drape, qui va rester plus de 30 ans maire. Il ne sera pas conseiller général, mais il va rester maire plus de 30 ans. C'est le cas, donc je l'ai dit tout à l'heure, de Jean Favre à La Turbie. C'est le cas du docteur Morin à Saint-Sauveur-sur-Tinée, par exemple, ou celui de Fernand Torte à Roquebrune-Cap-Martin. Alors que dans les autres communes, il va y avoir, voire de André Botton à Breil, alors que dans les autres communes, il va y avoir des modifications. Le robinet c'est le robinet le docteur Robinet que j'ai connu moi-même? Non, c'est son père. Son père ou son oncle, je ne sais plus exactement. Parce que celui que tu as connu, moi je l'ai connu aussi parce que, en tant que conseiller général, il venait assister au conseil d'administration d'établissements scolaires. Et quand moi j'étais prof dans le secondaire à Antibes, c'est lui qui venait. Et effectivement. Oui, mais il n'était pas. Tu as remarqué qu'il n'y a pas marqué SFIO. C'est un socialiste indépendant. C'était le seul. Il est resté sous Vichy? Non, il était en 37. Ici, il n'y a pas les noms de ceux qui ont été nommés en 43. Voilà. Mais là, on voit bien, en lisant de droite à gauche, il y a un glissement politique considérable. Parce que dans le Conseil général de 1937, il n'y avait aucun communiste, aucun socialiste, en tout cas officiel, c'est-à-dire SFIO, et il y avait seulement, alors que, je veux dire, il y avait une majorité très modérée et avec la présence de quelqu'un d'extrême droite, qui avait été élu à Menton, d'ailleurs. Et qui aura des ennuis à la Libération, parce qu'ensuite il a fricoté un peu avec les autorités italiennes d'occupation. Donc il a eu des ennuis judiciaires. Voilà. Et puis, il y avait un tableau sur le cumul, et ça c'était intéressant de voir que dans 62, je crois, comités locaux de libération, le président cumulait cette fonction avec celle de maire provisoire. Ça fait exactement la moitié, puisqu'il y avait 121 communes représentées par un CLL. Et puis, il y avait des tableaux sur les maires élus le 29 avril ou le 13 mai 1945. Et il y avait aussi sur quelque chose à laquelle je tenais beaucoup, parce que j'ai travaillé à l'IHTP et CNRS pendant plusieurs années sur le sujet. Il y avait un tableau, mais je rassure Rémi, il l'aura par Internet, parce que là, apparemment, il n'y a que 6 visuels qui ont été maintenus. C'est pas grave. Et ce qui était intéressant, c'était de montrer le rajeunissement des élus, avec une moyenne d'âge de 42 ans à peu près, alors que, je parle là des conseillers généraux, alors que sous la Troisième République, c'était à peu près 52 ans, et avec le conseil départemental de Vichy en 1943, c'était 56 ans. Et aussi, ce tableau faisait apparaître donc
de nouvelles catégories socio-professionnelles qu'on n'avait jamais connues, ni en 37, ni en 43, c'est-à-dire des enseignants, des ouvriers, des employés, des étudiants et même des ecclésiastiques, hein, puisque il y a un ecclésiastique qui va apparaître là-dedans. Et puis, dans ce tableau, on voyait aussi l'importance du chef-lieu. C'est-à-dire qu'à la Libération, 62% des conseillers généraux sont domiciliés à Nice. Alors qu'en 1937, il n'y en avait que 42 et en 1943, il n'y en avait que 45% environ. Donc, c'était intéressant de faire apparaître cela, y compris sur le plan socio-professionnel, puisque la catégorie la mieux représentée en 37, en 43 et même en 45, c'est celle des professions libérales. Mais à l'intérieur des professions libérales, il y a un glissement. C'est-à-dire qu'il y a davantage d'avocats à la Libération et il y avait davantage de médecins, de pharmaciens ou d'autres catégories dans les conseillers généraux de l'avant-guerre ou du milieu de la guerre. Il y avait aussi davantage d'industriels. Et il n'y a aucun industriel élu en 1945, par exemple. Non, c'est des petits glissements significatifs sur le plan socio-professionnel. Malheureusement, vous n'avez pas pu en bénéficier par la projection, mais au moment de la publication des actes, vous verrez que il y a des tableaux qui sont particulièrement intéressants à parcourir, voire à approfondir, effectivement, et qui montrent bien que et ce n'est pas simplement un changement, entre guillemets, politique au niveau tendanciel, mais il y a un rajeunissement considérable, et puis surtout aussi la présence des femmes, même si dans une dizaine de comités de libération, on a oublié d'en nommer une. Mais par exemple, à Menton, il y en avait même 2. Et puis, comme je vous ai montré tout à l'heure à Lantosque, les femmes, en principe, représentaient les femmes de France, l'organisation de masse du Front National concernant les femmes. Mais à Lantosque, c'était carrément le FN tout court, et dans d'autres communes, il y a marqué républicain indépendante ou radical, etc. Donc, elles n'ont pas toujours représenté, en quelque sorte, cette organisation dite corporative du FN, du mouvement de masse, effectivement. Donc, si vous avez des questions à poser, je suis prêt à y répondre, puisque malheureusement, je n'ai pas d'autres visuels à vous proposer.